Et oui, on s'approche dangereusement, en tout cas en théorie, de cette date fatidique, le 1er juin, jour où les États-Unis pourraient être en défaut sur leur dette publique si aucun accord est trouvé. Accord qui a été suspendu ce week-end, enfin discussion en tout cas qui reprennent aujourd'hui entre Joe Biden et l'opposition républicaine. Véronique, bonjour. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research, président américain qui a jugé hier les propositions, c'était dimanche, de baisse de dépenses des Républicains inacceptables, ce sont ses mots, mais qui avait déclaré en marge du sommet du G7 ce week-end au Japon que les Américains seront capables d'éviter un défaut de paiement. Ce psychodrame, on l'a compris, va durer jusqu'au bout. On a l'impression. La semaine dernière, effectivement, en milieu de semaine, on avait quand même l'impression qu'un accord était en passe d'être trouvé. Et puis, branle-bas de combat à nouveau ce week-end, c'est inacceptable. Joe Biden, qui a d'ailleurs écourté son voyage en Asie, au travers de ses dires, ça a l'air très sérieux, effectivement. Et la deadline se rapproche quand même très vite, puisque... C'est dans moins de 10 jours. Oui, c'est le 1er juin. Alors après, on n'est pas à 24 heures probablement, mais il y a une deadline qui est très sérieuse et qui menace effectivement d'un défaut d'État américain. Est-ce qu'il faut se projeter dans ce cas de figure-là? Parce que les marchés actions, même obligataires, les marchés de taux n'y croient pas. Personne n'y croit. Alors, sur les marchés d'actions, personne n'y croit. Sur les marchés de taux, il y a quand même des tensions. Vous avez vu le taux d'emprunt à 1 mois de l'État américain qui a quand même bondi ces dernières semaines. De combien Et je ne sais plus, mais il a bien augmenté. Donc, je ne sais plus le chiffre en tête, pardon. Mais donc, il y a des tensions apparentes, l'assurance du coût de la dette, etc. Donc, il y a un degré d'incertitude et en même temps, ça fait tellement d'années qu'on discute régulièrement, qu'il y a eu ces menaces, qu'il y a eu des shutdowns, etc. Et finalement, qui ont toujours conduit à un accord, à un compromis, parce que ça paraît inévitable et ça paraît assez improbable, en réalité, ce défaut. Donc vous ne doutez pas un seul instant qu'in extremis, à la dernière seconde, un accord sera trouvé? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est vrai qu'on est tenté de dire s'ils vont trouver un accord parce que c'est pas possible. Quoique en 2011, en 2011 voilà, avec Obama, il y y avait eu une fermeture des services fédéraux, des licenciements, en tout cas techniques, chômage technique pour beaucoup de fonctionnaires américains. Et puis il y a eu à plusieurs reprises d'ailleurs, si ce n'est pas 2013 également, pendant plusieurs semaines où il y a eu... non, mais il n'y a pas eu d'Armageddon, il n'y a pas eu de cataclysme. Non, parce que le sujet... Il n'y a jamais eu de cataclysme. Enfin, il y a quand même eu un downgrade de la note en 2011, août 2011, par S&P. Alors curieusement d'ailleurs, c'est assez amusant quand on voit que la dette française subit un downgrade alors qu'apparemment, quand même, on n'est pas tout à fait dans la même situation d'urgence et qu'aux États-Unis, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc voilà, on est partagé. La vraie question, les vraies questions, elles sont à plus long terme. Là, on espère effectivement un accord. Ça risque quand même de coûter un petit peu de plume au programme politique de Joe Biden, notamment au soutien. Justement, pardon, je vous coupe, mais quand Joe Biden dit que les propositions des Républicains sont inacceptables, ils veulent couper 130 milliards de dépenses fédérales, c'est vraiment inacceptable pour le coup, d'un point de vue économique? C'est inacceptable. Il faut remettre ça dans la perspective de ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. En réalité, il est arrivé avec un plan, rappelez-vous, un super New Deal qui était même supérieur au New Deal de 1934. Et puis finalement, il n'a pas réussi. Donc, il a réussi à passer des petits bouts, dont le plan IRA, Inflation Reduction Act en juillet, qui représente un soutien à l'industrie américaine en faveur de la décarbonation, un soutien à l'industrie automobile. Et donc, c'est à peu près la seule chose qu'il a réussi à faire passer et qui est aujourd'hui menacée par effectivement les exigences des Républicains, plus probablement une bonne part de dépenses d'ordre social qui était l'autre jambe de son programme. Donc en réalité, s'il échoue là-dessus et effectivement s'il est obligé de revenir en arrière, il n'y aura plus grand-chose de son passage à la présidence américaine. Sauf qu'il veut se représenter, un enjeu politique. Voilà, il veut se représenter l'année prochaine, donc pour lui c'est inacceptable de devoir revenir en arrière dans la perspective des élections d'un second mandat. Tout à fait. Du point de vue économique,
on a également une économie qui est quand même en souffrance et l'aide publique... Taux de chômage qui est au plus bas. Oui, taux de chômage, certes, mais enfin la croissance vivote, les consommateurs ont le moral dans les chaussettes. Voilà, il n'y a pas de dynamique en réalité. L'économie reste à flot. Très bien, il y a un rattrapage des services, notamment sans doute parce que l'épargne Covid est également actionnée de plus en plus. Le marché immobilier menace quand même régulièrement, il n'est pas au mieux de sa forme. La crise bancaire, ça fait quand même pas mal d'éléments qui, effectivement, devraient inciter Joe Biden ou le faire espérer qu'il en est un petit peu sous le pied pour venir au secours de l'économie américaine. Or, là, effectivement, si vous avez un blocage de l'économie américaine, 3-4 semaines, ça risque d'être dramatique dans les circonstances actuelles qui sont très fragiles. Après, on a la Maison-Blanche qui dit que sans accord et en cas de défaut, encore une fois, de paiement sur la dette américaine, eh bien, Wall Street pourrait baisser dans ce scénario noir de 45% en plusieurs mois. On se dit, mais d'où ça sort? Est-ce que c'est crédible? Alors, on ne sait pas trop d'où ça sort. On peut démontrer par tout un tas de modèles ou d'approches que la surévaluation des actions américaines est probablement pas loin de 40%. Ça, c'est pas difficile. Est-ce qu'un défaut de l'État américain, tout dépend du type de défaut, tout dépend de la façon dont les choses se font et des répercussions, notamment sur les marchés de taux, peut provoquer ce choc-là? Je ne suis pas sûre. On a encore beaucoup de liquidités dans cette économie américaine comme dans l'économie mondiale et on en voit les résultats d'ailleurs avec finalement une économie qui tient, des marchés qui tiennent à peu près bon an mal an. On a des taux d'intérêt réels qui sont encore négatifs, donc une pression monétaire qui n'est pas aussi forte que ce que suggère la hausse des taux directeurs. Donc on a quand même pas mal de forces de rappel. Il n'en reste pas moins qu'il y a une fragilité de l'économie américaine, on vient d'en parler, une fragilité du dollar. Et les Chinois et les BRICS en profitent de cette porte ouverte pour en rajouter avec des financements des exportations de leur commerce en devises locales et notamment en yuan. Donc on sent bien que stratégiquement la position américaine est affaiblie. Est-ce qu'on va directement à une correction de 45% du marché américain? Je ne vois pas trop la logique. Et un taux de chômage qui pourrait monter à 5%, nous dit la Maison-Blanche aussi. Alors, les précédents épisodes de shutdown de l'administration ont eu un coût économique de l'ordre d'1,5 point de PIB. Donc, ça n'a pas fait monter le taux de chômage d'1 point ou de 2 points. C'est à peine quelques dixièmes. Maintenant, effectivement, il y a des risques de crispation qui peuvent s'envenimer. Tout va dépendre d'ailleurs davantage, me semble-t-il, de ce qui se passe du côté bancaire plutôt que du côté de l'administration américaine, probablement. Donc voilà, on est face à un environnement avec plein de nœuds qui peuvent former une gigantesque crise. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est difficile néanmoins de faire le lien de manière aussi courte entre ces deux éléments. Ce qu'il faudra par contre observer, c'est ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt, des taux à plus long terme. On commence à constater des crispations, des remontées de taux à 2 ans. Le marché avait envisagé une baisse des taux d'ici la fin de l'année qui est en train de peu à peu disparaître des radars. Ça semble assez logique parce que l'économie tient à peu près à flot. En revanche, sur la partie longue de la courbe des taux, il y a un certain nombre de tensions et c'est à mon avis là qu'il faudra observer parce que finalement, ce risque de défaut, il est récurrent. Il ne touche pas que l'économie américaine. On voit bien que nos États, en règle générale, sont dans des situations précaires parce qu'il y a le vieillissement démographique, la raréfaction de la croissance, etc. Et qu'à un moment donné, il va falloir glisser sur un autre terrain, probablement celui de la fiscalité pour asseoir les finances publiques sur des bases un peu plus solides. C'est le prochain dossier, me semble-t-il, qui commence à se rapprocher un petit peu partout. Bon, en tout cas, on finit là-dessus. D'ici au 1er juin, on se dit qu'on peut attendre un regain de volatilité, encore une fois, sur les marchés, même si pour l'instant, le scénario du pire n'est pas acheté par les investisseurs. C'était déjà, avant ces crispations, on voyait bien qu'il y avait de la volatilité. D'abord, il y avait une volatilité exceptionnelle sur les marchés des treasuries, ça c'est déjà très clair. Et on voyait bien que, pourquoi? D'abord, on a des niveaux de taux longs, de taux à long terme, qui sont ridiculement bas.
C'est l'inversion de la courbe des taux d'ailleurs, et c'est ce qui rend aussi difficile en partie la situation des banques et la distribution de crédit. Mais c'est aussi probablement l'effet de ce surcroît de liquidité. Donc en réalité, on n'est pas du tout confortable. Nous, économistes, quand on doit prévoir l'évolution des taux à long terme, qu'est-ce qu'on fait? On revient à une norme. La norme, c'est quoi? Normalement, c'est une convergence des taux longs vers la croissance nominale. Donc, même si vous avez une croissance nominale à 0, mais une inflation à 4, vous avez des taux à 10 ans vers 4%. On est quoi? On est à 3,5 aux États-Unis? Pardon? On est à combien sur le 10 ans américain? Non, oui, on est remonté là assez brutalement, mais on était à 3,25, on est remonté à 3,50, 3,70. Et donc ça reste si vous avez, on n'est pas à 0 de croissance, donc on a un peu plus d'inflation. On devrait logiquement, toutes choses égales par ailleurs, être dans la zone peut-être des 5%. Sur le 10 ans américain, plus confortable, voilà. Or, on n'y est pas. Est-ce que l'économie américaine peut accepter, peut tolérer, peut supporter 5% sur le 10 ans américain? Probablement pas. C'est bien pour ça qu'on n'y est pas. Voilà. Sauf que du coup, on normalise pas les situations. Ce qui fait que vous avez un risque récurrent comme ça d'embarder des taux. Donc pour l'instant, on le met de côté. Vous savez, les choses, quand on met trop longtemps de côté, elles finissent toujours par revenir. Et donc, il y a cette menace. Si vous rajoutez bien évidemment des questions comme celle du défaut, bien probablement qu'il y a un risque de volatilité incontestable autour, qui vient s'ajouter aux incertitudes sur l'inflation, sur les marges de manœuvre de la Fed. Pause, oui, pendant combien de temps? Est-ce qu'on peut baisser les taux? Est-ce que finalement on les baissera de manière significative ou on ne les baissera pas pour repartir peut-être à la hausse derrière si on n'en a pas fait assez sur l'inflation? Oui. Voilà, toutes ces questions qui exacerbent la volatilité effectivement sur les marchés des taux. Bon, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Merci beaucoup. Merci David.